merci Romain. Comme Romain l'a dit, je travaille à la direction des partenariats, donc dans l'accompagnement des projets au sein du hub. Donc peut-être avant de parler directement des étapes qui constituent l'accompagnement des projets, un rappel sur la mission du Health Data Hub, donc, qui a été créé en 2019 et qui constitue en fait de promouvoir et d'accélérer l'innovation dans l'utilisation des données de santé en France au travers de ses activités principales qui sont notamment de remplir un rôle de guichet unique à l'accès des données de santé. Également de proposer une plateforme sécurisée et à l'état de l'art, donc de mettre à disposition des outils adaptés à la bonne réalisation des projets et pour obtenir les résultats le plus rapidement possible. Et également de constituer des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt ici comme pour le projet BOA, le programme BOA, afin de soutenir humainement et financièrement des projets innovants. Donc, rapidement, peut-être un focus sur les appels à projets du Health Data Hub. Au total, nous accompagnons 66 projets qui proviennent de différents types d'appels à projets. Des appels qui peuvent être faits en collaboration avec des partenaires qui soient généralistes comme BPI France ou le Data Lab Normandie, ou également des appels à projets sur des thématiques, notamment notre collaboration avec Unicancer, ou encore une fois sur l'appel à manifestation d'intérêt BOA, sur les algorithmes de ciblage sur le SNDS. Nous avons également des appels à projets qui sont identifiés par le HDH par rapport à des thématiques, à un intérêt particulier ou une portée particulière. Donc notamment avec des partenariats avec des associations de patients, des plateformes de données autres que le HDH, des acteurs européens ou encore des hôpitaux, en citant par exemple notre collaboration avec le EMA, le FinData ou encore Eden. Et nous avons également des projets qui proviennent d'arrivées spontanées, comme dernièrement des projets Covid, donc pour répondre aux besoins de recherche dans le domaine en réponse à la crise sanitaire. Pour parler de l'accompagnement des projets, donc le hub et notamment la direction des partenariats accompagnent les projets sur l'ensemble des étapes qui vont mener à bien la mise en forme des résultats et l'obtention de ces résultats. Donc notamment, nous proposons un accompagnement sur le montage des dossiers réglementaires. Également, nous cadrons avec nos partenaires leurs besoins en termes financiers, humains, également technologiques, tout ça qui est assemblé en fait dans une convention de partenariat. Et également, le cas échéant, nous proposons un appui à la préparation des données. Également, nous mettons à disposition un espace d'analyse sur notre plateforme et nous sommes également un appui à la réalisation de l'étude si besoin. Tout ça pour, encore une fois, obtenir des résultats que nous allons chercher à mettre en avant et valoriser et potentiellement ouvrir ou mettre, du coup, en libre accès, certaines données, donc notamment, sur le projet, BOA, mettre, du coup, en libre accès des algorithmes de ciblage sur le SNDS. Donc l'un des premiers défis, en effet, va être les étapes réglementaires. Donc sur ce point, le Health Data Hub est le guichet d'entrée, donc d'accès aux données de santé en France. Nous allons recevoir les demandes d'autorisation d'accès, les demandes d'autorisation, à la CNIL, pardon. Le Health Data Hub est le secrétariat du CESRES, à ce titre, nous accompagnons les projets, nous les conseillons pour, justement franchir toutes ces étapes qui, mèneront en fait à l'autorisation de la CNIL. Également, nous mettons à disposition des, documentations, donc des starter kits sur, notre plateforme afin de guider les porteurs de projets dans ces différentes, étapes, pour obtenir l'autorisation de la CNIL le plus rapidement possible. Également pour les porteurs de projets qui en manifestent le besoin ou alors quand on peut juger qu'il est pertinent, de le proposer, nous proposons donc une infrastructure, technologique pour l'analyse des données. Hem, donc les porteurs de projets ne pourront pas nécessairement, analyser les données, directement sur leur plateforme. Donc pour cela, ils auront besoin d'un accès à une plateforme technologique sécurisée que nous proposons sur le Health Data Hub. Donc le porteur de projet aura accès à un espace de projet qui est sécurisé via l'authentification à 2 facteurs, des contrôles de sécurité, des solutions de filtrage, et cetera. Et sur cet espace de projet, nous mettons à disposition différents outils qui seront adaptés et ajustables en fonction des besoins des porteurs de projet. Tout ceci fait partie de notre offre de service et également nous proposons l'accompagnement de data scientists ou d'experts SNDS qui viendront compléter les compétences de l'équipe, porteuse de projet. Tout cet accompagnement était, bien évidemment, proposé, aux projets qui intègrent le programme BOA. En plus de l'accompagnement réglementaire et technologique, nous avons également un accompagnement, financier.
Donc pour parler un petit peu de l'AMI BOA, celle-ci se divise en 3 vagues. Comme Romain a pu le présenter plus tôt, l'objectif est de mettre en avant et de valoriser le développement d'algorithmes de ciblage sur le SNDS. Un point important est de mettre en libre accès ces algorithmes qui seront développés et validés, notamment sur la description méthodologique de l'application ou également sur l'étude des performances de ces algorithmes. L'AMI est divisée en 3 vagues. La première vague s'est terminée en octobre 2021. Donc, nous avons pu sélectionner par le biais d'un groupe de travail constitué d'experts sur des critères tels que la méthodologie, la faisabilité, la maturité du projet, notamment, ou encore sur l'expérience des équipes projets. Nous avons pu sélectionner déjà 4 projets que nous accompagnons aujourd'hui. Alia, Poséidon, Dionysos, qui interviendra plus tard dans la cérémonie, et également Emiralgo. La seconde vague vient donc de se terminer. Donc, nous avons également sélectionné les projets. Donc, nous aurons le plaisir d'écouter les lauréats un petit peu plus tard dans cette cérémonie. Et également, la vague 3 est en cours. L'AMI est toujours en cours. Donc, nous invitons également les personnes qui auraient un projet, qui seraient intéressées de rejoindre le programme BOA, à venir participer en se connectant sur notre site directement ou en se connectant sur Démarche simplifiée pour déposer leur dossier. Merci. Merci beaucoup Charlotte pour cette présentation de l'AMI et de l'accompagnement proposé par le SDATAB. Je vais inviter Emeline Hendricks à prendre le relais sur scène pour présenter le réseau Retiam qui est partenaire dans l'organisation de l'AMI BOA et qui a déjà fait un travail considérable dans le développement et la mise au point de l'expertise d'algorithmes de ciblage dans le SNDS qui pourront beaucoup aider les lauréats. Bonjour, je vais vous présenter donc Retiam. Retiam, c'est quoi? C'est un réseau de santé qui réunit des personnes qui se réunissent pour développer, mettre au point, évaluer des algorithmes permettant d'identifier des cas de pathologies diverses et variées à partir des données du Système national des données de santé. À la fois des données de consommation de soins via les données de la CNAM, le SNIRAM, les données hospitalières du PMSI, de l'ATIH et les causes médicales de décès. J'attire votre attention avant de parler de Retiam en général sur le fait qu'aucune donnée du SNDS aujourd'hui ne permet de valider un diagnostic, y compris les données dites médicalisées qu'on peut retrouver notamment dans les données du PMSI. En termes d'historique, je vais vous raconter un petit peu comment le réseau s'est créé. À partir de 2003, il y avait une idée de plateforme scientifique et technique pluriorganisme traitant ces données-là. Et puis, c'est un projet qui a été avorté, mais l'idée a subsisté. Et en 2012, un petit groupe d'experts s'est réuni, des experts à la fois de la CNAM-TS à l'époque, de l'INVS qui est aujourd'hui la Santé publique France, et de différents chercheurs, pour mettre en place un réseau, en raison des difficultés dont on a déjà parlé. Des difficultés techniques, juridiques, et également des difficultés en termes d'identification et de validation des pathologies. Et donc, en 2013, après un recensement des équipes intéressées à participer à ce réseau sous forme de groupe de travail thématique par pathologie, le réseau a pu se mettre en place et se lancer officiellement en 2014. Les objectifs de Retiam, donc en 2012, ils ont un peu changé depuis. En 2012, c'était vraiment l'identification des pathologies via des algorithmes spécifiques par des combinaisons de diagnostics PMSI, d'ALD, avec les actes, les médicaments. Et puis, un objectif de validation avec un retour au gold standard, donc retour au médecin traitant, avec les dossiers médicaux hospitaliers, les croisements avec les registres, avec les causes de décès. Et puis, depuis 2018, on se rend compte qu'au vu des activités des groupes de travail, ce travail de validation n'est pas si évident et que finalement, les finalités du réseau s'orientent plutôt vers un travail d'analyse critique d'algorithmes existants et d'évaluation plutôt que de la création proprement dite d'algorithmes, pour des raisons notamment de propriété intellectuelle. Cette analyse, elle est réalisée via une grille bibliographique qui a été réalisée par un groupe de travail méthodologique ad hoc du réseau. Et puis, donc, cette question de la validation des algorithmes qui reste en suspens depuis, dans le réseau en tout cas.
Le réseau, comment il fonctionne? La gouvernance se fait par comité, donc on a le bureau qui gère, on va dire, le travail au quotidien du réseau, le comité technique qui réunit à la fois les membres du bureau et les coordonnateurs de chaque groupe de travail, et puis le comité de direction qui a le rôle décisionnel pour les décisions officielles. Après, les groupes de travail, donc c'est essentiellement des groupes de travail qui fonctionnent par thématique de pathologie. On a quelques groupes de travail transversaux et puis un groupe de travail méthodologie selon le besoin, parce que c'est un groupe de travail éphémère. Et donc, ces groupes sont animés par des coordonnateurs. Je vous ai pas mis la liste entière, j'ai fait une slide à la suite qui vous montrera la diversité des groupes du réseau. Et puis, chaque groupe donc est constitué de membres à la fois de structures publiques comme la CNAM, l'HAS, Santé publique France ou l'INSERM, et puis des membres de structures privées depuis le changement de la loi de santé. J'ai plus, si, ça marche. Pardon. Essentiellement des personnes travaillant dans des CRO et qui tous travaillent sur les données du SNDS. Vous imaginez le partage d'expérience, l'interaction entre équipes que ça peut permettre. Voilà la slide sur les différents groupes de travail de RedSiam. Donc, il y en a 17 au total, certains qui sont plus ou moins actifs. Et donc, je vous ai mis, c'est vraiment pas du tout exhaustif, mais je vous ai mis les différentes thématiques et sous-thématiques que peuvent aborder dans chaque groupe. Par exemple, donc on voit pour l'appareil cardio-neurovasculaire que les grands thèmes traités vont être par exemple le système nerveux central et le système nerveux périphérique, qui à l'intérieur d'eux-mêmes vont avoir les pathologies, donc vous voyez l'IDM, l'insuffisance cardiaque. Pour le périphérique, on voit que les AVC et l'embolie pulmonaire sont traités. Pour l'appareil respiratoire, elle reste sur des thématiques qui sont quand même très spécifiques, l'asthme, la BPCO, la fibrose. Dans le groupe de travail infectieux, on peut voir différentes thématiques importantes comme la couverture vaccinale, le VIH, hépatite, les infections articulaires qui sont elles-mêmes traitées en sous-thématiques, la couverture vaccinale contre la grippe, contre le papillomavirus, dans le purpura thrombopénique idiopathique. Voilà, des thèmes beaucoup plus spécifiques. Également, les infections articulaires, ça peut être très vaste. Donc, on peut retrouver des travaux sur les prothèses chez l'enfant, chez l'adulte, chez des infections beaucoup plus spécifiques comme la spondylodicite infectieuse. Et puis les sous-thématiques peuvent être différentes. Alors, ça peut effectivement être des pathologies spécifiques ou alors carrément des combinaisons de pathologies. Par exemple, on voit que dans la maladie d'Alzheimer, on peut retrouver des travaux sur la démence et la vaccination, qui est un thème donc des maladies pardon, du groupe de travail infectieux. On retrouve également des sous-thématiques de la maladie d'Alzheimer avec la vaccination, de la maladie d'Alzheimer avec le diabète, qui est un thème qui est traité dans le groupe de travail endocrinologie. Donc, ça peut se regrouper aussi, se recroiser. Et également, on peut retrouver des thématiques sur, par exemple, la maladie de Parkinson et son coût médico-économique, ou encore la maladie de Parkinson et ses médicaments. Donc, ce sont des thématiques à la fois pathologiques, mais également qu'on retrouve dans tout le domaine épidémiologique. La grille bibliographique des algorithmes qui a été créée par le réseau RedSiam a permis de référencer plus de 165 algorithmes qui est disponible sur notre grille bibliographique sur le site internet, donc qui n'est accessible que aux membres du réseau. Toutefois, la bibliothèque est ouverte sur demande motivée via un formulaire de demande qui se retrouve sur le site internet. Les thématiques, vous les avez vues précédemment. Et donc, enfin, la collaboration de RedSiam avec BOA, sur 2 points. Le RedSiam est représenté dans le comité d'évaluation scientifique de l'AMI pour la sélection des lauréats. Également, on a mis en place un groupe de travail RedSiam et HDH sur une étude pilote sur l'élaboration, la validation et la publication en open source d'un algorithme et de ses différents codes. Et pour finir, donc, la collaboration de RedSiam avec BOA s'inscrit vraiment dans la volonté du HDH de mettre en place un financement et un accompagnement pour les projets de validation des algorithmes. Je ne l'ai pas dit par ailleurs, mais RedSiam, c'est un réseau qui est purement informel. On n'a pas de moyens ni financiers ni humains pour pouvoir mener ces études de validation qui, on le sait, coûtent très cher et qui prennent beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on collabore avec l'AMI. Et puis, ça a permis justement de déposer des projets lors des 2 vagues, là, soit par des groupes de travail officiellement RedSiam, soit par des membres individuels qui font partie du réseau et qui ont pu discuter de ces travaux lors de réunions RedSiam. Voilà. Je vous remercie. Si vous voulez d'autres informations sur le réseau, vous avez le site internet.